on va parler de ratonnade et de nazis. Enfin, c'est quoi votre... Nazi? Ah, mais Oui, moi, oui. moi, j'avais juste compris Irlande. Ah oui, moi je m'étais arrêté sur Sur Irlande. Irlande, ouais. J'ai pas bien lu le mail. Bonjour et bienvenue dans le récap. Un tout petit mot avant de commencer parce que l'heure est grave. Le média pourrait bien disparaître dans les semaines à venir. Pour nous sauver, nous avons besoin de 10 000 donateurs mensuels et ce, avant le 30 juillet, avant 2027. Aidez-nous à continuer à vous informer. Permettez au premier média télé indé de France d'exister. Pour cela, rendez-vous sur capsurdika.lemediatv.fr. Nous sommes le jeudi 11 juin et ces derniers jours, l'infamie raciste déferle sur l'Irlande du Nord. À Belfast, des foules chauffées à blanc sur les réseaux sociaux terrorisent les populations immigrées, s'en prennent à elles physiquement ainsi qu'à leurs biens, transformant les rues de la capitale irlandaise en un véritable terrain de chasse à ciel ouvert. Une preuve, s'il en fallait encore, que la haine qui couve en ligne peut très vite passer du virtuel au monde réel. Alors tout a commencé avec un fait divers glaçant. Un homme d'une quarantaine d'années, Stephen Ogilvy, a été victime d'une attaque au couteau ce lundi 8 juin à Belfast. Une vidéo de cette agression a largement été diffusée sur les réseaux sociaux malgré les consignes contraires des autorités. Alors on peut y voir l'assaillant, un réfugié soudanais d'une trentaine d'années, assis sur sa victime ensanglantée, lui portant des coups. Le quadragénaire a été hospitalisé dans un état grave avec des lacérations au visage. Il a depuis perdu l'usage d'un œil, mais désormais son état est stabilisé. L'assaillant, quant à lui, a été interpellé et inculpé pour tentative de meurtre. Il est actuellement incarcéré. Ce tragique événement a déclenché une vague d'émotion et d'indignation, notamment en ligne. Et très rapidement, celle-ci a été instrumentalisée et récupérée par l'extrême droite internationale, y voyant évidemment une occasion en or de diffuser son narratif anti-immigrationniste. Deux influenceurs de poids ont particulièrement contribué à l'embrasement. Tommy Robinson, une figure de l'extrême droite britannique, un repris de justice, et le patron du réseau social X, le milliardaire américain Elon Musk. Alors tous deux ont soufflé sur les braises et attisé la fureur raciste. D'ailleurs, après 2 nuits d'émeutes, de nombreuses personnalités, citoyens et responsables politiques pointent la responsabilité de l'ex-conseiller de Donald Trump. Il faut dire que depuis les événements, il enchaîne compulsivement les tweets haineux et relaie tout aussi massivement les narratifs les plus radicaux de l'extrême droite, entretenant le climat explosif. Alors résultat, la haine virtuelle a bien débordé sur le monde réel. Des centaines d'émeutiers racistes ont déferlé dans plusieurs quartiers de la capitale, s'en prenant à des personnes racisées, donc les agressant et incendiant leurs habitations. À Belfast, la situation est devenue telle en 2 jours que des écoles ont fermé et que le trafic ferroviaire a été interrompu. Dans la presse, on peut lire les témoignages de familles d'origine étrangère qui témoignent de la panique qui règne. Elles décrivent toutes des départs dans l'urgence, la nécessité de se cacher pour se protéger. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a très vite condamné les événements, je le cite. « Rien ne peut justifier la violence et le désordre que nous avons vus, menaçant nos communautés, ni les agissements de ceux qui les ont encouragés sur Internet ou ailleurs », a-t-il déclaré. Il est clair que des personnes ont été prises pour cible en raison de leurs origines et je ne le tolérerai pas. Alors face à ces violences effectivement insoutenables, la famille de la victime a également pris la parole dans un communiqué pour tenter de calmer la situation. Elle y livre un message qui tranche par son humanité, rappelant que, je cite, « de nombreuses personnes immigrées apportent une contribution extrêmement précieuse au Royaume-Uni » et elle poursuit ainsi « Nous dépendons d'eux pour que notre pays fonctionne. Nous ne voulons pas que cette terrible tragédie soit utilisée pour diviser les gens ou attiser l'hostilité. » Si les événements de Belfast sont particulièrement choquants, ils ne relèvent malheureusement pas de l'exception. En juin 2025, déjà à Ballymena, des émeutiers s'étaient attaqués pendant près d'1 semaine à des habitants d'origine étrangère après l'inculpation de 2 jeunes Roumains dans une affaire de tentative de viol sur une adolescente. L'année précédente, un autre épisode de violence avait embrasé plusieurs villes. Il faisait suite à une attaque au couteau à Southport qui avait
coûté la vie à 3 jeunes filles dans un cours de danse. Des émeutes anti-immigration avaient encore une fois éclaté en série en Angleterre et en Irlande du Nord, nourries par des rumeurs massivement relayées en ligne et attisées par des militants d'extrême droite une fois de plus. Alors le suspect mineur au moment des faits avait été présenté à tort comme un demandeur d'asile musulman. En réalité, il était né au Pays de Galles et vivait tout près de Southport. À l'époque, le leader de Reform UK, le parti d'extrême droite, Nigel Farage, avait mis en cause les personnes arrivées en small boat, ce qui désigne les embarcations utilisées par les migrants pour traverser la Manche. Tommy Robinson avait quant à lui appelé ses 2 millions d'abonnés à descendre dans la rue. Et encore une fois, Elon Musk avait apporté sa pierre à l'édifice facho en affirmant, entre autres inepties, que la guerre civile est inévitable au Royaume-Uni. Alors en se jetant sur chaque fait divers impliquant une personne racisée comme des hyènes affamées, les figures de l'extrême droite façonnent et manipulent une opinion publique déjà grandement saturée de thèses complotistes et racistes allant du grand remplacement jusqu'au génocide blanc. Elles alimentent ainsi leur récit de persécution par un ennemi extérieur, l'étranger qui menace, et attisent la haine qui sert ensuite de carburant politique. La méthode est évidemment bien rodée et recyclée à l'infini. Et ça n'a rien d'une spécificité d'outre-Manche, évidemment, même si l'Irlande est quand même marquée par une certaine culture de la violence et que les crispations communautaires perdurent, malgré le traité de paix de 98 et la fin des 30 années de guerre civile entre les protestants pro-britanniques et les catholiques plus favorables à la réunification de l'Irlande. En France, on le voit bien, l'embrasement raciste que connaît Belfast en fait rêver certains. Il n'y a qu'à lire les commentaires satisfaits souhaitant l'importation en France de ces émeutes racistes sous les publications de nombreux médias d'extrême droite comme Frontières, pour ne citer que lui. La haine ne reste évidemment jamais théorique ou virtuelle bien longtemps. Elle circule, elle s'installe et surtout elle se banalise. Elle finit par trouver des formes d'expression bien concrètes dès que le terrain s'y prête un peu. En ce sens, Belfast agit comme un avertissement parce que ce n'est pas seulement une violence qu'on commente à distance comme ça, en se sentant pas vraiment concerné. Non, évidemment, c'est une dynamique avant tout à empêcher, chez nous aussi, politiquement d'abord évidemment, en refusant la banalisation des discours de l'extrême droite et de leurs idées, évidemment, mais ça joue aussi sur le terrain, dans l'espace public, là où ces idées cherchent à s'installer bien concrètement, à recruter et puis à s'imposer. Face à cela, la lutte antifasciste n'est évidemment pas une posture abstraite, ni une option parmi d'autres. C'est une nécessité concrète, une vigilance de chaque instant face à des logiques qui, lorsqu'elles ne sont pas contenues, finissent toujours par s'imposer dans le réel. Nous sommes malheureusement prévenus. Et avant de continuer avec le reste de l'actualité, on rappelle notre objectif, 10 000 donateurs mensuels avant le 30 juillet pour sauver le média. Le premier média télé indé de France ne peut quand même pas disparaître juste avant 2027. On aura encore plein de choses à vous dire. Aidez-nous à continuer. C'est à partir de 5 € par mois. C'est défiscalisable. Et pour ça, rendez-vous sur cap-sur10k.lemediatv.fr. Notre survie ne dépend que de vous. Et puis, vous le savez, si vous aimez le récap, que vous avez envie qu'on discute ensemble, de proposer et de choisir des sujets, je vous attends sur le canal de discussion Instagram. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos YouTube. Nouvelle mobilisation pour la nationalisation d'ArcelorMittal aujourd'hui devant l'Assemblée nationale. La proposition de loi revient dans l'hémicycle ce jeudi, portée par le groupe GDR dans le cadre de sa niche parlementaire. Il y a 7 mois, les députés avaient adopté la nationalisation du groupe sidérurgique, alors portée à l'époque par les Insoumis, mais le Sénat l'a rejetée ensuite en février. Salariés et parlementaires de gauche n'en démordent pas, ils étaient plusieurs dizaines à manifester à côté du Palais Bourbon ce midi. La nationalisation est très importante parce que quand on voit le désengagement d'ArcelorMittal, de M. Mittal, sur ces sites aujourd'hui et la délocalisation des entreprises, des postes de travail, comme je vous l'ai dit, notamment via le projet Zénith 2 qui est en cours,
Actuellement, sur le site de Fos, ça touche 51 emplois à l'heure où on se parle. En 2025, on a eu la suppression de 308 emplois. Bien évidemment, on appelle ça des plans de réorganisation, des plans de productivité. Pour nous, c'est des plans de licenciement. On parle de postes de travail. Pour nous, derrière les postes de travail, bien évidemment, il y a des salariés. Par conséquent, il y a des familles. Donc l'enjeu, il est clair, c'est maintenir les emplois en France, maintenir la production d'acier en France, parce qu'on sait que ça touchera par effet domino toutes les autres industries. Et on parle d'ArcelorMittal, mais ça concernera beaucoup de corps de métier au niveau national. Et quand je parle aujourd'hui, moi je travaille sur le site de Fos-sur-Mer, la nationalisation se sera faite au niveau national, au niveau France, et ça touche à peu près 80 000 salariés au niveau national. Donc l'enjeu, il est sur 80 000 emplois, l'enjeu, il est sur 80 000 familles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se bat pour cette nationalisation, on se bat pour ces emplois et on se bat pour garder ce savoir-faire et cette production d'acier en France. Les macronistes et la droite y sont en revanche fortement opposés. Le RN, lui, s'est abstenu. En cas de vote favorable aujourd'hui, la gauche devra encore se confronter au gouvernement et au Sénat, qui sont quant à eux très hostiles au texte. Après 48 heures de garde à vue, Patrick Bruel a été remis en liberté hier. L'artiste a été mis en examen pour des faits de viol, de tentative de viol, d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel visant 4 femmes pour des faits présumés commis entre 2008 et 2019. Le parquet avait demandé son placement en détention provisoire. Les juges d'instruction ont quant à eux choisi un placement sous contrôle judiciaire. Ce matin, maître Corinne Herman, avocate de plusieurs victimes, a salué un pas immense. Elle a rappelé que la question de la détention provisoire restait secondaire par rapport à l'avancée de la procédure et à la poursuite de l'instruction. Hors procédure judiciaire, Patrick Bruel est accusé de violences sexistes et sexuelles par au moins une trentaine de femmes. L'avocate des victimes a prévenu d'autres plaintes vont encore être déposées. Le média a suivi la lutte des féministes de Nous Toutes pour faire déprogrammer l'artiste. Les dernières représentations de la pièce de théâtre dans laquelle il jouait ont été annulées. Le chanteur a également de lui-même annulé tous ses concerts jusqu'à l'automne. Les accords de Paris le redoutaient, les scientifiques l'ont confirmé. Le seuil du réchauffement climatique dépassera les 1,5 degré en 2030. C'est ce qu'annonce un consortium international de 73 chercheurs issus de 17 pays dans une étude publiée aujourd'hui. Selon les scientifiques, le réchauffement climatique lié à l'activité humaine a déjà atteint 1,37 degré en 2025 par rapport à l'ère pré-industrielle. De plus, selon eux, le budget carbone, qui correspond aux émissions de gaz à effet de serre à ne pas dépasser, est presque épuisé. Il ne s'élève plus qu'à 130 milliards de tonnes de dioxyde de carbone, soit 3 années d'émissions au rythme actuel. La hausse des températures a évidemment un impact direct sur nos conditions de vie à tous. L'intensité des événements extrêmes comme les canicules, les sécheresses, les inondations ou encore les incendies est évidemment directement liée. Souvenez-vous, la récente vague de chaleur au mois de mai, où les températures ont parfois dépassé les 35 degrés. Selon les chercheurs de l'Observatoire Copernicus, le mois de mai était le deuxième plus chaud jamais enregistré, après celui de 2024. Autre conséquence, la fonte accélérée des glaciers et des calottes glaciaires et de facto la hausse du niveau marin. Certaines îles sont sous la menace de disparition et certains de nos rivages sont déjà en train de se faire grignoter. Et ces événements ne sont évidemment pas prêts de s'arrêter dans les années à venir. Le phénomène cyclique El Niño va par exemple continuer de tirer à la hausse la température mondiale et provoquer avec lui un cortège d'impacts dévastateurs. Et c'est le coup d'envoi de la Coupe du Monde de football ce jeudi. La cérémonie d'ouverture aura lieu au stade Azteca à Mexico City à 19h20. Cette année, 3 pays sont hôtes, le Mexique donc, le Canada et les États-Unis. D'ailleurs, Donald Trump ne sera pas au coup d'envoi ce soir, mais se réserve pour demain au match États-Unis-Paraguay à Los Angeles. Le locataire de la Maison-Blanche se la joue patron du mondial le plus gigantesque jamais organisé. Comme d'habitude, cette Coupe du Monde est évidemment
très politique et on en parle d'ailleurs sur le média. À cette occasion, nous vous proposons un tout nouveau format, temps additionnel, des éditos, des chroniques et des interviews pour parler justement de ce mondial très politique, des tensions sociales, géopolitiques sous-jacentes à cette grande compétition. Pourquoi les États-Unis de Trump échappent-ils aux critiques qui avaient accompagné les éditions russes et qataries, par exemple? Des délégations africaines et asiatiques retenues à l'aéroport, de nombreux supporters interdits de territoire, un arbitre somalien exclu malgré un passeport diplomatique, des camps de base dispersés aux quatre coins du continent. Les problèmes s'accumulent, mais le traitement médiatique reste étonnamment doux. Le premier épisode de cette nouvelle émission, temps additionnel, avec comme invité Romain Molina, est d'ores et déjà disponible sur notre chaîne YouTube Le Média et évidemment sur notre site internet lemediatv.fr. Et samedi, retrouvez également Géostratégiques, une autre de nos émissions où Sarah Trabi reçoit Pascal Boniface. Ils reviendront tous les deux sur les enjeux géopolitiques qui entourent la compétition. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et souvenez-vous, un rendez-vous sur cap-sur-10k.lemediatv.fr pour devenir l'un de nos 10 000 donateurs mensuels et sauver notre chaîne avant le 31 juillet. Merci d'avance et très bonne soirée sur le Média.